15e Assemblée générale de l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Les élections sont prévues pour cette semaine. Sur ce plateau, le général Palenfo pour en parler. Il est temps que la petite balle roule dans les normes. Les choses avancent également de ce côté-ci. Des élections sont prévues ce dimanche. Nous en parlerons également. Et puis en football, la Coupe du monde militaire. La Côte d'Ivoire se comporte très bien du côté de Bakou en Azerbaïdjan. Après les États-Unis et l'Allemagne, les éléphants militaires rencontrent depuis 21 h maintenant l'Oman, c'est du côté de Bakou. Et puis le dossier de ce soir concernera bien sûr la montée en première division de l'AS Tanda. Après le CO Boisflé, nous recevrons sur ce plateau le président de l'AS Tanda, Yeboah Sévérin, pour nous parler de son club et bien sûr d'autres disciplines en images ce soir. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sur RTI 1, vous faites bien. Nous vous disons donc bonsoir et merci de nous accompagner. Sébastien Ougne Aïoua, bonsoir. Bonsoir, Cathy Touré. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous, nous allons passer donc 90 minutes de sport. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. À travailler surtout. Bien sûr. Et puis nous avons également sur ce plateau Wabi Spider, vous le connaissez maintenant, il est le président de la Fédération ivoirienne de boxe. Il est là pour nous parler des activités de la boxe. Bonsoir Président. Bonsoir Cathy et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue sur notre plateau et c'est avec vous et sur le ring que nous allons donc démarrer cette page sportive pour parler bien sûr du challenge national des novices. Avec vous Sébastien Ounia. Et donc le ring a été donc déplacé à la place Sorbonne au plateau. Il y a eu donc la boxe lundi dernier, mardi, mercredi et vendredi. Et ça concernait les novices. Le président de la Fédération ivoirienne de boxe lui-même était de la partie seulement. Il a refusé de monter sur le ring parce qu'il avait pris tellement de coups quand il était, était un boxeur. Parce qu'il a refusé de monter. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu également le soutien du ministre des Sports qui est venu à la place Sorbonne pour soutenir tous ces athlètes qui demain deviendront les champions, les grands champions de Côte d'Ivoire. Retour sur quelques temps forts de cette semaine consacrée au noblard. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Alain Lobognon, a bien voulu assister au spectacle que donnaient les athlètes. Une occasion pour le premier patron du sport en Côte d'Ivoire d'offrir officiellement, au nom du chef de l'État, un ring et des équipements sportifs. Protège-dents, coquilles, casques. Tout en promettant de fournir des chaussures et des vêtements pour les athlètes et surtout offrir 4 autres rings à la Fédération ivoirienne de boxe. Et ce, dans un délai d'1 mois. Des dons qui ont galvanisé les boxeurs et ont permis d'avoir des combats de qualité. Au cours de cette dernière journée du challenge national Raoul Rabé des novices. Ainsi, la première finale dans la catégorie des Mimouches seniors a opposé Soumabali Toumani de l'Étoile Boxing Club à Kone Soumaïla de Guêpe Noire. Un combat qui a tourné à l'avantage de Kone la Guêpe. Il a envoyé par 2 fois son adversaire au tapis lors de la première reprise. Secoué par les coups, Soumabali Toumani enregistrera l'unique KO de ses finales. Catégorie Coq Junior, Ekra Kwadio Yakuba de l'Athletic Boxing Club d'Atekoubé était opposé à Fanny Siriki de l'Espoir d'Abobo, vainqueur au point à l'unanimité des 3 juges, Fanny Siriki. Suite à la sortie du collectif de club de boxe 13, demandant la démission de Wabi Spider, le ministre en charge des sports et loisirs, Alain Lobognon, a apporté son soutien et celui du gouvernement à la Fédération ivoirienne de boxe et mis en garde ces derniers. Alors là, on peut dire que vous avez un grand défenseur, hein, Président. Nous rendons grâce à Dieu. Ouais. Et nous voulons remercier l'État de Côte d'Ivoire pour le soutien que nous avons reçu par la réception de ce ring. Vous avez vu 2 rings au plateau. Nous avons reçu un ring et un important lot de matériel qui nous a été offert par l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministre de la Promotion de la Jeunesse
la promotion de la jeunesse et des sports et loisirs. Alors, nous voulons ici dire merci. Demander, alors, d'où vous vient cette idée-là de transporter le ring à travers les places publiques d'Abidjan? Déjà, je vous félicite parce que c'est une très belle initiative. Alors, d'où vient cette initiative et qu'est-ce que vous attendez en retour? Ce que nous attendons, c'est la boxe de proximité. Amener la boxe vers les personnes susceptibles de l'aider. Aujourd'hui, après la Sorbonne, et plutôt après Sokosé, nous avons mis le ring à cette place mythique de la Sorbonne. Nous pensons que le plateau, c'est la place de l'autorité, c'est le lieu de décision de la Côte d'Ivoire. La présidence est à côté, il y a l'Assemblée nationale, et toutes les sociétés susceptibles d'apporter un réconfort ou bien un soutien à la boxe sont situées au plateau. Donc, si vous mettez la boxe à Djamé ou à Bobo, c'est vrai, il aura un engouement populaire. Mais là-bas, vous n'aurez pas quelqu'un capable de lui donner l'aide qu'elle attend. Au plateau... Il risque de vous prendre au mot, hein, oui, oui, je vous le dis. J'assume ce que j'ai dit. En mettant la boxe au plateau, le cœur de décision de ce pays, nous avons le privilège de rencontrer des personnalités qui peuvent aider la boxe, qui vont voir la boxe et comprendre ses besoins et certainement l'aider. Alors, Président, quelle est la catégorie qui vous a laissé bonne impression? J'avoue qu'aujourd'hui, la boxe a un visage dans toutes les catégories. Du poids mi-mouche au poids lourd, on a pu avoir des champions. Et chacun, dans chaque catégorie, s'est battu pour avoir sa place. Et c'est cela l'objectif que nous cherchons. Parce qu'au bout de ce mouvement-là, on attend avoir l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de boxe. Et pour vous, le plus important, c'est la base, en fait. Absolument, parce qu'au plateau, vous avez beaucoup d'immeubles. Mais la hauteur des immeubles est fonction de la profondeur de leur fondation. Donc, il faille faire des fondements pour avoir des grands bâtiments. Donc, pour avoir des grands champions, il faut aller à la fondation. Et c'est les 440... Il faut surtout que la fondation soit solide. Absolument. Ouais, absolument. Vous avez vu juste parce que ces jeunes qui, il y a un mois, affrontaient le ring pour la première fois, ils étaient au challenge des premiers rounds, aujourd'hui sont passés au stade des novices. Et je vous garantis que les mois qui vont suivre, on va aller au niveau de la boxe olympique et on va passer maintenant à la sélection des champions de Côte d'Ivoire qui vont pouvoir représenter la boxe de Côte d'Ivoire à tous les niveaux. Mais vous ne m'en voudrez pas parce que la place de la Sorbonne, c'était quand même un défi. Donc on ne peut pas venir ici sans dire merci aux autorités du plateau. Je parle du maire, je vais aussi parler du député qui nous a accordé cet espace qui a été âprement disputé parce que c'était une place mythique. Mais nous avions le souci de faire émerger une nouvelle élite de la boxe ivoirienne. Et nous ne voulions pas des boxeurs préfabriqués. On veut qu'ils soient émergés au vu et au su de tout le monde dans une compétition saine, ouverte et âprement disputée. Quelle va être la suite maintenant? Nous allons maintenant au niveau de la boxe olympique. Le même groupe s'en va, on va tamiser jusqu'à ce qu'on puisse sortir les champions de Côte d'Ivoire qui vont être représentatifs et qui pourront se confronter à n'importe quel athlète, boxeur, de n'importe quel pays. D'accord, Président. Voilà. En tout cas, nous vous souhaitons bon vent. Merci et puis, on espère encore vous voir sur les rings à travers la ville d'Abidjan. Vous pouvez venir aussi devant la RTI. Je ne vais pas monter tant que Sébastien Ounien ne serait pas le premier sur le ring. Voilà. Vous savez que moi, j'ai lancé ce défi, donc je me prépare en conséquence. Bon, j'espère que vous aurez aussi le SAMU, là. Hein. D'accord. En tout cas, merci, Président. Et très belle initiative. Nous souhaitons vraiment bon vent pour nous produire encore de grands champions, comme vous d'ailleurs. Merci et puis beaucoup. On espère avoir vraiment de grands champions pour la Côte d'Ivoire. Toujours en sport de combat, Sébastien Ounien, cette fois on parle de Kung Fu avec le championnat national et ils ont eu besoin de vous. Et bien entendu, parce que Anne-Marie Nguessan est absente, oui. Et bien donc j'ai juste effectué le déplacement pour suivre ce championnat national de Kung Fu. C'était un championnat très attendu et ce jour-là, il y a eu dans l'ensemble de très très belles choses. Plusieurs étapes ont marqué ce championnat de Côte d'Ivoire, senior et junior de 17 à 35 ans. Dans les rubriques techniques, le style du Nord, l'élan Auriel de vagues montantes de Port-Boué occupe la première place. Le style du Sud a été bien interprété
par Kona Kwasi Auguste de Cristal à Tekoubé. En ce qui concerne les armes, Lela Mak Auriel a eu la meilleure prestation. Pour les combats catégorie moins 70 kg, Kanté Siaka a été plus efficace. La deuxième place est revenue à Toé Zakaria. Chez les 90 kg, belle victoire de Nyang Maxime. Alors nous avons vu dans l'ensemble des combats assez relevés, assez disputés. Évidemment, il y a eu quelques failles concernant des abandons d'athlètes qui manquent de souffle. Mais c'est un ensemble, hein. Vous savez, on prépare les gens. Il y a le stress qui vient empêcher certaines fois les gens de s'exprimer correctement. Il s'agira donc pour nous, avec la direction technique nationale, de travailler constamment, de reprendre tous ces athlètes en main, de leur indiquer ce qu'il faut faire, de les préparer. Nous avons le potentiel, nous savons que nous pouvons aller loin. Cette compétition permettra de faire la présélection de l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique à Madagascar dans 3 mois, sans oublier le mondial. Du Vocotrienne à présent, c'est aussi des arts martiaux. Il y a eu passage de grade et Anne-Marie Nguessan était présente. Ce passage de grade de la Fédération ivoirienne de Vocotraine en QN individuel, self-défense et combat, a rassemblé près de 60 athlètes venus d'Abobo-Baoulé, San Pedro et Abangoro. Ils ont exécuté pour les plus petits les différentes techniques de base et pour les seniors, les katas avec bâton et sabre. L'équilibre et la précision des déplacements et des gestes ont été essentiels dans l'évaluation des élèves. Ils ont travaillé sous la direction de Maître Kofi Marcel, en présence du président de la fédération, Maître Kwasi Josias, et de nombreux parents venus soutenir leurs enfants. Les candidats ont démontré leur savoir-faire en maniement de bâtons courts, longs et sabres. J'ai trouvé la compétition, c'était pas trop mal, ça me plaisait, j'aimais les postures de base. Et j'encourage ceux qui n'ont pas pu participer et ceux qui n'ont pas réussi à faire la compétition. Le passage de grade, c'était bien pour la prestation de mes amis et de moi aussi. J'étais très content. Maître Bébéchou, une admiratrice de Vocotraine, a égayé le public par une démonstration improvisée. Les candidats ont tous passé avec brio cet examen du CAP 1 à la ceinture noire, premier dan. En tout cas, je pense pour ma part que la dernière, Sébastien Oignet, la dernière prestation était la meilleure de cette petite fille qui était vraiment adorable. Alors, Anne-Marie Nguessan qui se trouve, il faut préciser, en ce moment au Mexique, où la Côte d'Ivoire prend part à la Coupe du Monde Open de Taekwondo. Nous recevons sur ce plateau le général Lassana Palanfo. Bonsoir, mon général. Bonsoir, président, surtout de l'ACNOA. Bonsoir, madame. Alors, bienvenue sur notre plateau. Avec vous, nous allons parler donc de l'Assemblée générale élective de l'ACNOA qui va se dérouler ici à Abidjan les 11, 12 et 13 juillet prochains. Permettez un instant pour parler de la commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire. Il s'agit du CRSCI qui a été créé il y a quelques jours pour améliorer le cadre de la pratique du sport en Côte d'Ivoire. La cérémonie a eu lieu ce matin et Benson Piraka y était. C'est le Conseil des ministres du 26 juin 2013 qui a entériné la création de la Commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire. Composée de 25 membres issus du public et du privé, la CRSCI a pour mission de proposer des textes législatifs et réglementaires relatifs au sport. Il s'agira pour la CRSCI de redéfinir le cadre institutionnel de régulation du sport en rapport avec les enjeux socio-économiques. Il faudra ensuite redéfinir le rôle et la place des pouvoirs publics dans la gouvernance du sport et indiquer enfin un nouveau modèle d'organisation du mouvement sportif. Tous les éléments de diagnostic formulés par les acteurs doivent servir de base
aux nouvelles actions qui seront mises en œuvre dans le cadre d'une nouvelle politique. Que tous les acteurs sportifs doivent être en synergie pour asseoir un développement durable et harmonieux du système sportif national. La commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire est dirigée par M. Diko Adama, un magistrat. Elle a 1 mois pour rendre les conclusions de son travail. Alors Sébastien, avant de parler de l'Assemblée générale de Lac-Noix, nous allons faire un clin d'œil au roi de la piste que nous avons retrouvé avec plaisir du côté de Paris. Je veux parler bien sûr du Jamaïcain qui nous a épaté, l'homme le plus rapide du monde, vous savez de qui je parle, et bien sûr de notre compatriote Muriel Aoré. Bien entendu, vous savez qu'au niveau de Saint-Denis en ce moment, il y a donc de l'athlétisme et 2 noms étaient très attendus, Usain Bolt, Tyson Gay. N'oubliez pas que dans la sélection américaine, Tyson Gay avait réalisé 19,74 et donc il y avait une pression sur Usain Bolt. Et ce jour-là, samedi, tout le monde attendait cette course et bien sûr ces 200 mètres. Usain Bolt a fini 19,73, seulement 1 centième a donc fait la différence. C'est encore une fois l'homme le plus rapide, mais il y a le championnat du monde de Moscou qui est très attendu également entre ces deux. N'oubliez pas qu'à 2011, Usain Bolt a été donc disqualifié pour avoir fait un faux pas et donc en fait un mauvais départ plutôt. Alors il est très attendu. Il se dit que c'est une occasion pour lui de reprendre encore cette position et montrer à tout le monde qu'il reste le seul et le patron. Mais là, qu'est-ce que Tyson Gay nous réserve? C'est un moment décisif. Et puis, n'oubliez pas que Muriel Aoré également était de la partie. Elle a fini 3e aux 100 mètres. Et aujourd'hui même, elle était à Rouen. Elle a terminé également sur les 100 mètres 10,91. C'est le record de Côte d'Ivoire qu'elle vient de battre. Mais ce qui est important, c'est l'amélioration qu'aujourd'hui elle démontre au niveau de sa course. D'accord. En tout cas, on lui souhaite aussi de réussir avant, bien sûr, les prochains Jeux olympiques où on attend vraiment la Côte d'Ivoire. À présent, on va se concentrer sur l'Assemblée générale élective de Lac-Noix. Je rappelle que c'est l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique qui va donc se tenir ici en Côte d'Ivoire. Sébastien Wognier, en prélude à cette Assemblée générale, il y a eu une conférence de presse. La conférence de presse s'est tenue aujourd'hui même. Le général Lassana Palanfo était face à toute la presse ivoirienne pour situer déjà ce qui va se passer à partir donc de vendredi et samedi. Vous savez que cette assemblée générale élective est très attendue, mais il fallait donner toutes les informations. Il fallait dire à la presse sportive que tous les journalistes sont invités, mais il va falloir mettre de l'ordre. Seulement ceux qui seront désignés et accrédités auront droit à la salle pour la couverture. Pourquoi? Parce que c'est le monde de l'athlétisme, c'est le monde olympique qui est à Abidjan. Oui. Et quand il y a le monde olympique, alors il faut faire très attention, il faut mettre de l'ordre parce que c'est l'image de la Côte d'Ivoire qu'on doit véhiculer ces jours-là, ces 2 jours-là. Et donc le point de presse a été une occasion pour le général Lassana Palanfo d'attirer l'attention et puis dire également, comme il est sur ce plateau, il va nous dire à travers vos capturés. Il va nous donner donc toutes les informations dont on a besoin pour... Première préoccupation, allez-y. Oui, allez-y. Allez-y, vous. Bien sûr. Alors, ma préoccupation, c'est que vous êtes le président sortant de cette association, mais surtout, vous êtes le candidat unique pour l'élection qui va se tenir donc dans les prochains jours. Alors, on se pose forcément la question de savoir, alors, c'est une très grande confiance de l'Afrique qu'on vous fait, ou bien est-ce que c'est parce que vous êtes le seul habilité? Je crois que c'est une très grande confiance que me fait l'Afrique, parce qu'aux derniers Jeux africains à Maputo, les 53 comités olympiques africains ont souhaité que je sois le seul candidat à ma réélection. Et donc, ils ont souhaité aussi, comme cette élection, que cela se passe à Abidjan. Parce que vous savez, je suis resté 11 ans à l'extérieur, donc ils ont souhaité me raccompagner en Côte d'Ivoire et que je fasse un autre mandat de 4 ans qui me mènera à 12 ans au niveau de la tête de Lac-Noix.
En tout cas, nous sommes très contents que vous soyez le candidat et très fiers de vous, en tout cas, de cette organisation qui va se tenir surtout en Côte d'Ivoire parce que c'est du beau monde qui va arriver à Abidjan, Sébastien. Bien entendu. Alors, Général Palanfo, quelles sont en tout cas les personnalités qui sont attendues pour cette Assemblée générale élective? Premièrement, il y a le président du CIO, Jacques Rogge, qui viendra lui-même présider donc à cette Assemblée générale. Et il sera bien sûr accompagné par les candidats, parce que vous savez qu'en septembre prochain, en Argentine, à Buenos Aires, il y aura l'élection du nouveau président du CIO, parce qu'il vient donc à terme de son mandat. Et parmi les 6 candidats, je pense qu'il y a au moins 4 ou 5 candidats qui viendront ici pour battre campagne avant septembre, rencontrer donc les membres du CIO africain et les autres membres du CIO qui viendront ici à cette occasion pour battre leur campagne. Donc, ils seront aussi présents en Côte d'Ivoire. Et nous aurons aussi beaucoup de présidents de fédérations internationales, membres du CIO, qui viendront ici également. Et ensuite, nous aurons les candidats pour 2020. Après Rio et en 2016, nous aurons les Jeux olympiques. Donc, il y a 3 villes actuellement qui sont retenues, Istanbul, Madrid et Tokyo. Donc, eux aussi viendront battre campagne ici parce que nous allons faire l'élection également à Buenos Aires. Ils vont prendre des contacts pour qu'ils puissent avoir le vote des membres du CIO et aussi surtout les votes des membres du CIO africain. Et nous aurons aussi la représentation des Jeux de Nanjing en Chine, les Jeux de la jeunesse, et aussi les Jeux du deuxième jeu africain de la jeunesse de Botswana, qui viendra aussi battre campagne ici également. Donc, vous aurez du beau monde. Voilà. Du coup, Abidjan sera la capitale olympique pour un moment. Bien entendu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retient au niveau de l'organisation? Est-ce qu'on est prêt pour accueillir tout ce monde à Abidjan? Nous sommes prêts à les accueillir, bien que vous savez qu'actuellement à Abidjan se passe beaucoup de conférences et de réunions. Bon, les gens de l'Assemblée de la francophonie et d'autres disciplines sportives également se réunissent ici. Mais nous sommes prêts, nous avons assez d'hôtels agréables et suffisants pour les accueillir. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Du côté de l'aéroport aussi, nous nous sommes organisés pour faciliter l'entrée et donc faciliter les visas d'entrée en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, en plus de ce monde, il y a des journalistes de différents continents qui viendront ici également pour faire la couverture. Et je pense qu'il y aura du beau monde. Et bien sûr, les journalistes ivoiriens sont invités en priorité à venir donc couvrir ces grands événements. Alors moi, ça me permet un peu de rêver, de voir toutes ces personnalités ici à Abidjan pour un moment qui représentent le monde olympique. Alors du coup, je me demande à quand les Jeux olympiques en Afrique? Ou bien est-ce que l'Afrique, vous pensez que l'Afrique peut organiser, à l'image de la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Afrique du Sud, est-ce que l'Afrique peut organiser un jour les Jeux olympiques? L'Afrique pourrait organiser des Jeux olympiques. Mais le coût et l'investissement est très important. Parce que ce n'est plus une seule discipline comme le football, c'est 28 disciplines. Et dans un même lieu. La représentation, au moins 10 000 athlètes qui seront présents. Et la couverture aussi médiatique, c'est autour de 10 000 personnes. Donc il faut avoir suffisamment d'hôtels, d'infrastructures pour pouvoir le faire. Et à mon niveau, je pense que l'Afrique pourra organiser plutôt les Jeux de la jeunesse olympique, dans un premier temps, qui sont de l'ordre de 5 000 personnes, 5 000 athlètes. C'est ce niveau-là qui correspond parce que si nous faisons des Jeux africains, ceux qui l'ont organisé, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et autres, c'est autour de 5 000 personnes. Et en cela, nous pouvons l'organiser. Et nous avons fait d'ailleurs en 62, en 61 plutôt une première organisation des Jeux de la francophonie. Parce qu'en 60, les premiers Jeux africains ont commencé avec les Jeux de la francophonie à Madagascar. En 61, c'était la Côte d'Ivoire. En 63, le Sénégal. Et en 65, on a eu à Brazzaville les premiers Jeux africains. D'ailleurs, le cinquantenaire, nous le fêterons pour le prochain jeu. Cela a été décidé à Maputo. Donc, au point de vue coût, organisation, investissement, c'est très important. Parce qu'il ne suffit pas d'investir. Il faut aussi que cela puisse servir après. Si je prends le cas, par exemple, du football, en Afrique du Sud, on a organisé. Mais aujourd'hui, on a des éléphants blancs, des stades qui ont été construits qui ne sont pas utilisés. Et aujourd'hui, la priorité de l'Afrique, les pays en voie de développement, c'est aussi couvrir tous les domaines, l'éducation, la santé, le sport, etc. Donc s'il y a des éléphants blancs, ça n'encourage pas l'investissement. Moi, je pense qu'à mon sens, nous pourrons faire les Jeux de la jeunesse dans un premier temps. C'est la première étape. Ensuite, nous pourrons le faire, les Jeux olympiques
en Afrique. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, la Côte d'Ivoire va s'entraîner avec les Jeux de la francophonie de 2017. Et puis, on verra dans les années à venir si un pays africain pourra prendre les Jeux olympiques. Sébastien? Oui, bien entendu. Je pense qu'au niveau du comité national olympique, associé maintenant à l'ACNOA, vous savez que c'est le président, il a beaucoup de chapeaux. Hein. Oui. Donc, c'est la grande vision qui a fait qu'aujourd'hui, qu'on a un seul candidat. Et donc, avec lui, je pense qu'on pourra rêver très longtemps. D'accord, et on est sûr que le prochain président de l'ACNOA sera ivoirien. Et donc, ça nous réjouit déjà. On ne conteste pas du tout. On n'a pas besoin d'être médium pour savoir. Donc, ça nous réjouit déjà. Merci, Président. Si vous avez des informations à ajouter avant de nous quitter. L'information, donc, j'invite donc, disons, tous les journalistes à venir faire la couverture. Et cela nous permettra donc de faire savoir ce que c'est que le comité olympique. Et vous aurez l'occasion aussi d'interviewer non seulement les grands champions, aussi d'interviewer parce que les membres des comités olympiques africains concernant le sport seront aussi présents sur place. Parce que nous avons la commission olympique sera présente, vous pourrez les interviewer, ceux qui ont des médailles d'or. Et vous aurez aussi l'occasion d'interviewer la plupart des fédérations internationales et bien sûr le président Jacques Roguet qui chapeaute tout cela. Ce sera vraiment de grands moments de sport ici en Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'il s'agit de l'Assemblée générale élective de l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, qui va se tenir les 11, 12 et 13 juillet prochains ici à Abidjan. Et le général Palenfo est donc le candidat unique à ces élections. Nous disons donc merci d'être passé sur notre plateau et bon retour chez vous. Et je sais aussi que vous êtes contre le dopage, c'est sûr que vous luttez aussi contre le dopage, également l'Agence mondiale anti-dopage évidemment, mais tout en œuvre pour lutter contre ce fléau qui n'honore pas le sport. Un séminaire s'est déroulé le week-end dernier avec le professeur Constant Roux. Le dopage, un fléau qui mine le monde sportif dans son ensemble. Les stratégies et les substances évoluent constamment, d'où un besoin de mettre à jour les interdictions. Et la liste des interdictions 2013 contenue dans le Code mondial antidopage a fait l'objet d'un séminaire à Abidjan pour informer les différents acteurs afin d'éviter les répressions. Deux grands axes abordés. Il s'agit d'une part des substances et méthodes interdites en permanence, tels que les agents anabolisants ou encore les hormones facteurs de croissance. Et d'autre part, les substances et méthodes interdites en compétition. Exemple, les stimulants, les manipulations de sang, le dopage génétique, les glucocorticoïdes. L'UNESCO a trouvé des sponsors, des pays beaucoup plus nantis, qui ont mis un fonds spécial pour aider les pays qui n'ont pas beaucoup d'argent pour lutter contre ce dopage. Notre rôle en tant que médecin du sport, c'est de protéger nos athlètes. Donc notre rôle, c'est un rôle d'information, de prévention. L'Agence mondiale antidopage veut se donner tous les moyens pour lutter efficacement contre ce phénomène qui n'honore pas l'esprit du sport. Et puis vous avez remarqué sur ce plateau, nous avons deux invités. C'est que le sport suit l'actualité évidemment. Ces deux personnes, il s'agit de l'imam Sekou Silla et de Cheikh Youssouf Diarra. Ils sont sur ce plateau pour faire une déclaration du COSIM relative au carême musulman. Vous avez la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Les imams de Côte d'Ivoire informent toute la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du Ramadan a été observé ce soir dans la zone de Boisseau, précisément à Mlamlasso, et également le croissant lunaire a été observé dans la zone de Boundiali. Ainsi, les imams informent donc toute la communauté musulmane que le mois du Ramadan 2013 commencera demain mardi, Inch'Allah. Bon Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Ni yan kibaruya ka bɔ Côte d'Ivoire limamu yɔrɔ ka silaman bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ a sabatila ko kalo yɛlɛ Boundiali kɔnɔ ani Aboasso ko mun ye Malamalaso a sabatila k'a fɔ ko kalo yɛlɛ ye donc limamu bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan ka silamanw ladɔnniya ko sini ni Alahu Taala sɔnna ma
juin kalo tile kɔnɔntɔn olu bɛ kɛ sunkalo tile fɔlɔ ye o bɛ dugawu don bɛɛ lajɛlen k'an sunko ɲɛ k'a laban hɛrɛ la ala m'o kɛ la wassalamu alaikum wa rahmatullah. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. On poursuit donc avec les images sportives pour parler d'une marche sportive qui s'est déroulée du côté de Kong. Eh bien, c'était sûrement à l'occasion du passage à Sébastien Wognan, du président de la République en ce moment dans la région. Eh bien, cette marche, on devine qu'elle a pour objectif, bien sûr, de permettre à tous les participants de pouvoir se remettre un peu en forme parce que c'est très important pour la santé. On le voit, des personnes, des personnalités qui ont donc pris part à cette marche sportive. C'est une marche importante. Vous savez que dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement à Abidjan qu'on offre ce sport. Il a fallu également que toutes les villes de Côte d'Ivoire s'y intéressent. Eh bien, c'est le cas donc de ce que vous voyez. Partout, c'est le sport parce que partout, il faut aller à la recherche de la santé. Et le sport, c'est la santé, c'est le plus important, Cathy. Et donc, ça ne se passe pas seulement à Abidjan. Bien sûr. Alors, après la marche, nous allons donc quitter Kong pour Abidjan avec la Fédération ivoirienne de pirogue, canoë, kayak et aviron qui a organisé samedi dernier la 3e journée de la régate nationale sur le plan d'eau lagunaire du plateau. Anja Soukrou, qui y était, nous dit que plusieurs athlètes ont pris part à cette compétition. Vérifions-le en images. Malgré la pluie, 70 athlètes de 12 clubs se sont alignés sur le plan d'eau lagunaire du plateau pour la 3e journée de la régate nationale. En kayak K1 500 mètres garçon junior, la première place est pour Kwadjo Ndri du New Nautique de Cocody en 2 minutes 39 secondes 21 centièmes. Je m'entraîne dur et fort chaque jour, jour et nuit, pour pouvoir avoir une meilleure performance, aussi faire un meilleur temps. Kayak K1 500 mètres filles open en tête, Edwige Yei Aka du club omnisport de Dabou avec un temps de 3 minutes 57 secondes 33 centièmes. Canoë C1 500 mètres garçon senior, le plus rapide est Arnaud Eboro du Red Star de Yopougon en 3 minutes 48 secondes 22 centièmes. Kayak K1 500 mètres cadet, premier Lewis Taou de Lazac de Cocody en 3 minutes 51 secondes 68 centièmes. Kayak K1 500 mètres senior garçon, la catégorie reine, le plus rapide est Valentin Amiens du Sion Kayak Club de Bingerville en 2 minutes 53 secondes 99 centièmes. Je suis en même temps un athlète de haut niveau, donc d'abord je fais mon programme, c'est-à-dire dans la semaine comme ça, je m'entraîne 2 fois. Voilà, matin, au plus tard 6 h déjà, j'ai déjà fini mes échauffements, je suis sur l'eau, je travaille pendant 1h30, je descends, je récupère, puis le soir, aux environs de 15 h, je monte encore sur l'eau. Deuxième, Aristide Abekwa du Resta de Yopougon et troisième, Carlos Fofo de Lazac de Cocody. Kayak K2, 500 mètres garçon, open. La première place est acquise par le Red Star de Yopougon. Aviron Open Garçon 2000 mètres, le plus rapide est Ndoua Nyamien de Lazac de Cocody en 15 minutes 9 secondes 72 centièmes. Aviron Open Fille 2000 mètres, victoire de Annick Oka du New Nautique de Cocody en 16 minutes 46 secondes 32 centièmes. Course de pirogue sur 500 mètres avec 4 athlètes au départ, dont une femme. Première arrivée, Marius Mathieu de Cocody Village en 4 minutes 43 secondes 48 centièmes. Deuxième, Roger Danho de l'AS Marine. Troisième, Claude Djeketou de Mbadon Nautic Club. La seule dame, Sophie Agbo, termine à la 4e place. Nous allons faire une pause avec nos pirogues, juste le temps de souhaiter la bienvenue à Maître Koulibaly qui est sur notre plateau pour nous parler du handball avec les élections qui vont se tenir dimanche. Bonsoir Maître.
Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Avec vous, nous allons continuer sur les embarcations avec Ange Assoukro pour zoomer sur une piroguière. Sophie Agbo, c'est son nom. Elle est de Cocody Village. Elle a tapé à l'œil de notre reporter et également celui du public. D'ailleurs, nous suivons le résumé qu'a pu nous proposer Ange Assoukro. Elle était une véritable attraction pour le public venu assister à la 3e journée de la régate nationale. Sophie Agbo de Cocody Village a eu suffisamment de cran pour s'aligner avec les 3 hommes de la course de pirogue. À l'âge de 10 ans, avec mon grand-père, lorsqu'il partait jeter son filet sous l'eau, il n'y avait pas les jeunes pour l'accompagner, donc il me prenait. Ma petite, monte dans la pirogue, je vais t'apprendre à pagailler. C'est dans ça que je suis aujourd'hui arrivée devant. Sophie Agbo termine à la 4e place de la course des pirogues derrière les hommes. Elle a parcouru les 500 mètres en 7 minutes, 5 secondes, 55 centièmes et a cependant été longuement ovationnée par les spectateurs. Je veux continuer bien, mais moi-même ça m'encourage, ça me plaît beaucoup. Voilà pourquoi j'ai le courage de me compétir avec les hommes. Pour Sophie Agbo, la course de pirogue est un sport et nullement un hobby. La piroguière de Cocody Village entend donc poursuivre ses entraînements avec son frère et son entraîneur pour être un jour au sommet. Maître Koulibaly Siaka, vous êtes sur notre plateau, je le disais, pour nous parler de handball. Vous allez nous donner des informations qui vont changer beaucoup de choses au niveau du handball. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Bon, vous savez que depuis le mois de janvier 2013, nos frères de la Fédération de handball n'ont pas pu s'entendre au cours de leur assemblée générale. Et malheureusement, il y a eu une suspension de cette assemblée générale. Et le ministère, en tant que structure de tutelle, a essayé de trouver une solution en mettant en place une structure ad hoc. Il s'est trouvé que le mode de fonctionnement de cette structure, qui avait un mandat de 10 mois, et puis dans l'action, était en contradiction avec l'article 8 de la Fédération internationale de handball. C'est ainsi que le président de la Fédération internationale de handball, le 5 mars, a écrit au ministre pour le remercier et attirer son attention sur cet aspect et souhaiter que le comité national olympique puisse être investi pour pouvoir organiser une assemblée élective et puis permettre à nos frères et sœurs du handball de se retrouver. En fait, normalement, comme on le disait, à partir de cette investiture, disons, écrite, faite par la Fédération internationale de handball, donc le comité national olympique qui est présidé par le général Palanfo, qui est passé avant moi, il m'avait fait l'honneur de me nommer comme président d'un comité ad hoc chargé de mettre en œuvre justement la feuille de route qui a été donnée par la Fédération internationale de handball. Donc, comme il m'avait fait l'honneur d'être l'un des ses vice-présidents après le professeur Ekra, c'est à ce titre-là que vous êtes sur ce plateau. Voilà, et les élections auront lieu ce dimanche? Les élections auront lieu ce dimanche 14 à 10h au nouveau siège du CNO qui se trouve au quartier de Plateau, Vallon. Alors, l'inquiétude, c'est bien de savoir le championnat qui s'est déroulé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes à même de nous dire si ce championnat-là sera validé? Est-ce que les champions qui ont été désignés à l'issue de cette compétition seront ceux qui vont représenter la Côte d'Ivoire aux compétitions internationales à venir? Bon, à ce niveau, je crains que je ne vous donne pas satisfaction pour la simple raison qu'en tant que structure ad hoc, notre mission ne va pas jusqu'à la gestion et à la prise de décision. D'ailleurs, même pour l'organisation de l'AG, il y a certains clubs qui étaient en suspension pour des pénalités. Ils nous avaient demandé s'ils pouvaient régulariser leur situation financièrement. On a dit non. Par rapport à l'article 8 de la Fédération internationale, dès que nous rentrons dans ces domaines-là, nous sommes dans la gestion et étant dans la gestion, c'est interdit. Notre rôle consiste à terminer l'AG qui était resté en suspens en janvier, donc organiser l'élection d'un nouveau président et puis des commissaires au compte de cette fédération et puis d'autres missions s'arrêtent. Pour ce qui concerne les prises de décision, quant à lever les suspensions de certains clubs qui étaient sous la sanction, ça c'est l'organe de gestion qui sera là qui pourra le faire. C'est pareil pour ce qui concerne la décision à prendre sur la validation ou non
des compétitions qui ont eu lieu pendant que la fédération était suspendue. Ça, c'est les instances qui sont habilitées pour le faire, qui peuvent décider. D'accord. Alors, ce qu'on veut savoir, rien ne va donc changer au niveau des élections. Seulement les clubs qui avaient pris part à la dernière élection et seulement les candidats qui avaient pris part à la dernière élection qui seront retenus ce dimanche? En principe, oui. Je dirais oui et non, parce que tout simplement, oui, parce qu'effectivement, on se retrouve avec un cas de figure comme celui-là. Mais non, pourquoi? Parce qu'en fait, on a dû repasser au peigne fin tous les textes. Parce que quand nous sommes arrivés avec la feuille de route, il fallait faire l'état des lieux et puis voir véritablement qu'est-ce qui a créé le problème entre nos frères du handball. Et puis ensuite, voir qu'est-ce que leurs textes disent. Et c'est par rapport au texte, maintenant, nous avons d'abord procédé à une collecte de tout ce que nous pouvions avoir comme information, donc la revue de tout ce qui est donné, non seulement au niveau de la Fédération de handball, mais en même temps ce qui avait été collecté par la commission qui a été mise en place par le ministre. Et c'est tout ça additionné comme information de base que nous avons passé maintenant au filtre de leurs textes. Qu'est-ce que les textes disent concernant les élections? Qui est électeur? Qui vote? Qui est membre de la fédération? C'est tout cela que nous avons regardé et j'ai pu rassurer les uns et les autres que nous avons essayé dans la mesure du possible, c'est vrai que c'est une œuvre humaine, de travailler dans la plus grande transparence et l'objectivité. Je profite de l'occasion justement pour rassurer les candidats qui s'étaient déjà déclarés, je dirais oui et non. Les Pourquoi? 4 premiers candidats. Les 4 premiers candidats ont été reconduits, mais ils ont eu le devoir de reconfirmer leur intention d'être candidats. Il n'y a pas eu d'autres candidats qui se sont ajoutés. Voilà. C'est seulement les 4 candidats. Exactement, c'est les 4 candidats qui ont été reconfirmés. Et pour ce qui concerne la liste, je dis bien et je souhaite que les frères et sœurs de la Fédération de handball comprennent bien la différence qu'il y a entre être membre d'une fédération et avoir le droit de vote. L'article 13 de leur règlement est clair. Dès l'instant où nous sommes membres, bon, vous êtes membre, vous êtes reconnu comme tel, mais quand il s'agit de voter, en plus de la qualité des membres, il y a des critères sélectifs. Voilà, et je pense bien qu'ils sont conscients et ils connaissent leurs tests. Ils n'ont qu'à se référer à leurs règlements et à leurs textes pour savoir s'ils sont éligibles ou pas. Alors, malheureusement, non, excusez-moi, je souhaiterais que justement que les uns et les autres les lisent parce que quand nous avons fait l'état des lieux, nous nous sommes rendus compte qu'en fait les problèmes venaient non pas du fait qu'il y avait de vrais problèmes, parce qu'il y avait véritablement non seulement un déficit de communication et la méconnaissance sur tous les textes. Donc nous souhaiterions que les uns et les autres puissent regarder leurs textes et faire en sorte que les textes puissent être respectés. C'est vrai que nous sommes dans un environnement, dans le sport, où on est passionné, mais il est souhaitable que la raison l'emporte sur la passion, parce que c'est l'intérêt du pays qui est en jeu. Et nous les invitons tous, ceux qui vont être invités, qui puissent respecter la discipline pour que le 14, nous puissions avoir un président. Je termine, excusez-moi, parce que certains disaient qu'il fallait d'abord actualiser les textes, les amender avant de faire l'élection. Ça aussi, c'était la méconnaissance, parce que l'article 24 de leur statut est clair. Il n'y a qu'une assemblée générale extraordinaire qui peut modifier les textes. Et cette assemblée générale extraordinaire ne peut être convoquée que par un président élu, avec son comité directeur ou par les 2/3 des membres. Donc, pour pouvoir faire cette assemblée, modifier les textes, il faut qu'il y ait un président. Et c'est ce qui sera fait dimanche. Voilà, dans l'ordre chronologique, c'est le président et même la feuille de route du courrier que nous avons reçue le 5 de la Fédération internationale de handball, elle est claire. Après l'élection du président, il aura 3 à 4 mois pour convoquer une assemblée générale extraordinaire pour le toilettage des textes. Mais avant cela, ces textes doivent être soumis à l'appréciation de la Fédération internationale pour voir s'ils sont en harmonie avec. Voilà un peu le message qu'on voulait passer. Donc je pense que dimanche, il y aura donc la fin du feuilleton au handball et on espère que tous les acteurs sauront raison garder afin de pouvoir doter le handball ivoirien de vrais textes et d'un vrai président pour diriger cette discipline. Merci en tout cas, maître, d'être passé sur notre plateau. Et puis vous venez quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous venez quand vous voulez pour nous donner les informations. Juste le temps de donner cette information avant de recevoir Daniel Kobi-Kwalo qui était donc du côté de Prague pour une compétition très importante. Tournoi sportif Dreneta Abidjan 1.
Sous le patronage de Mme Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, sous le parrainage de M. Bambachek Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, la direction régionale de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique Abidjan 1 organise sa fête des sports et loisirs dénommée Tournoi Kandia Camara pour l'excellence et le mérite. Ce sera samedi 13 juillet 2013 à partir de 8h au lycée technique d'Abidjan. La ministre Kandia Camara, qui est une sportive reconnue, participera aux différents matchs qui vont être programmés donc pour cette compétition. Et sur ce plateau, Daniel Kwebi-Kwalo, Dobriden. Daniel Kwebi-Kwalo. Oh, je dirais Dobreveci. Bonsoir. Nous sommes à la page. Hein. Je n'étais pas à Prague, mais je sais comment on dit bonsoir quand même en tchèque. En tant que journaliste, vous avez fait des recherches, non? Absolument. Voilà. Dobreveci, Dobreden, bonjour. Dobreveci, bonsoir. Bonsoir. Alors, et pour ne pas faire de jaloux, on va saluer aussi Sébastien. Sébastien, Dobreveci. Non, à nous, au parce que lui vient tout près là de Beaunois. Donc, cette langue-là. D'accord. Fais des recherches sur le net, tu vas voir comment on dit bonsoir en abouré. Alors, bienvenue Daniel Kwebi-Kwalo. En tout cas, bon retour parmi nous. Djekouyou, merci. Merci. Bienvenue parmi nous. Et vous, je rappelle que vous étiez donc à Prague où les éléphanto basketteurs ont pris part au 11e championnat du monde de la discipline. Voilà, 11e championnat du monde de la discipline de basketball de moins de 19 ans, donc le U19, qui était à Prague du 27 juin au 7 juillet dernier. La Côte d'Ivoire termine malheureusement 15e sur 16 juste avant le Sénégal. Avant-dernier, donc vous voulez dire? Non, 15e. 15e sur 16 juste avant le Sénégal. C'est le fruit d'une mauvaise préparation. Je pense que je vous invite à regarder l'élément et puis on revient sur le plateau pour discuter. 6 matchs, 5 défaites, 1 victoire. C'est le bilan de la participation de la Côte d'Ivoire au 11e championnat du monde de basketball de moins de 19 ans qui s'est déroulé du 27 juin au 7 juillet 2013. Résultat normal, fruit d'une mauvaise préparation interne au lycée moderne de Trècheville sur des installations de notre âge. Et pourtant, au lendemain de la brillante qualification de nos juniors à Maputo, Mozambique, il leur avait été promis monts et merveilles pour leur assurer une bonne préparation afin de leur garantir une participation des plus honorables. 1 an après, rien n'a été fait. Le programme de préparation s'est arrêté au lycée moderne de Trècheville. Pour rallier Prague, la capitale de la République tchèque, il a fallu passer par Accra, au Ghana, pour le visa. 1 semaine de traversée en bus pour obtenir le précieux sésame. C'est finalement le 26 juin, veille du début de la compétition, que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire arrive à Prague. Juste le temps de déposer les valises et nos juniors sont en face des États-Unis pour leur première rencontre. Les Américains, puissants et maîtrisant leur sujet, donnent une belle leçon de basketball aux Ivoiriens. 88-29. Pas le temps d'admirer la belle salle de Prague que les éléphants se retrouvent devant les Russes pour la deuxième journée. 78-43, deuxième défaite de la Côte d'Ivoire. Les Russes, adroits sur les tirs à mi-distance, font exploser la défense ivoirienne qui n'a tenu qu'un quart temps. Chine-Côte d'Ivoire pour la 3e journée du groupe et 3e défaite des Ivoiriens, 81-48. La Côte d'Ivoire est 4e de son groupe et devra jouer les classifications pour les 13e, 14e, 15e et 16e places et se retrouve face au Sénégal, l'autre représentant africain. La finale africaine est remportée de haute lutte par la Côte d'Ivoire par 2 points d'écart, 53-51. La joie des joueurs est de courte durée. Les Ivoiriens sombrent dans les 2 dernières rencontres face à la République tchèque, pays organisateur, 69-53, et contre la Corée, 73-67. On retient de cette campagne tchèque que la Côte d'Ivoire termine à la 15e place devant le Sénégal, 16e. Alors Daniel Kwebi-Kwalo, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a été avant-dernière, pardon, que dis-je, 15e sur 16. Alors, il y avait quand même des Ivoiriens qui se sont distingués au cours de cette compétition. Ah, c'est la grosse satisfaction de cette campagne tchèque. 4 Ivoiriens se sont distingués, notamment, on dira, les récompenses individuelles. Et c'est ça aussi qui compte au basketball, les statistiques qui comptent et qui font progresser un joueur. En partant d'Abidjan, ces jeunes ne savaient pas qu'ils seraient retenus ou bien ils auraient attiré l'attention des observateurs. Donc le premier, c'est le meilleur rebondeur offensif.
Il s'appelle Dalen, c'est un jeune de 2,03 m et qui a vraiment attiré l'attention. 19 ans. 2,03 m de 19 ans. Oh, Sébastien Oignan, allez-y. à côté de lui, vous ressemblerez à autre chose. Donc il y a celui-là, et il y a un autre qui est contreur. Au basketball, on dit le bloc, parce qu'on parle un peu anglais, Sébastien. Donc le bloc, il est l'un des meilleurs contreurs du tournoi. Et puis on a deux jeunes qui sont, ici on dira au lycée moderne aussi, des voleurs de ballons, mais on appelle ça le style. C'est des gens qui font beaucoup d'interceptions. Et je crois que ça leur a valu quelques réflexions. Ils sont 4, les joueurs ivoiriens, qui ont retenu l'attention des observateurs au 11e championnat du monde masculin de basketball des moins de 19 ans par leurs statistiques. Le premier s'appelle Traoré Dalen Abraham, 2,03 m, meilleur rebondeur offensif avec 31 rebonds offensifs en 6 matchs, soit une moyenne de 5 rebonds par match. Il devance le Sénégalais Ndoye Aboulaye, 6 matchs, 30 rebonds, et l'Espagnol Juan Sebastián, 9 matchs, 39 rebonds. C'est une grande satisfaction pour moi, pour mon équipe et aussi pour mes entraîneurs. Dire que je fais partie des meilleurs rebondeurs, déjà, ça m'apporte beaucoup de l'expérience et puis ça me donne un peu la confiance pour pouvoir améliorer mon jeu pour demain. À la suite de Dalen vient Traoré Aboubakar Audrey, 3e meilleur contreur du tournoi avec 11 contres en 6 rencontres. J'ai parlé de ça avec j'ai un grand frère. J'ai parlé de ça, il dit je serai parmi les 5 meilleurs contreurs, mais pas le premier, Dieu merci. On a beaucoup travaillé ça à l'entraînement aussi avec le coach, tout et tout. Donc ça ne m'étonne pas. Adjaï Cyril et Touré Alpha comptent parmi les meilleurs intercepteurs du championnat du monde. Adjaï Cyril, le petit ailier, totalise 14 interceptions en 6 matchs. Je suis un peu porté plus sur l'attaque que la défense. C'est l'un de mes grands défauts. Mais ça me donne aussi, ça me permet aussi beaucoup d'anticiper ce que celui qui est en face de moi fait. Puisque comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup attaquer, j'anticipe beaucoup sur les attaquants, ce qui me permet de pouvoir prendre les ballons et puis aller en contre-attaque. Touré Alpha, le playmaker de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, totalise lui 13 interceptions en 6 matchs, avec une moyenne de 2 interceptions par match. Moi, quand je suis arrivé au basket, j'ai préféré beaucoup défendre parce que je me dis que c'est difficile pour moi de jouer marqué. Je pense que si je défends bien sur le meneur, je peux prendre le ballon pour marquer, voler les ballons sur le panier et marquer. Des statistiques qui parlent en la faveur de ces jeunes athlètes pour la suite de leur carrière. Donc, Daniel Kobe-Kwalo, on va récapituler. La Côte d'Ivoire est donc 15e sur 16 et non avant-dernière. Ensuite, il y a eu donc des Ivoiriens qui se sont distingués. Mais que pense l'entraîneur national de cette compétition, de cette participation ivoirienne? Bon, pas du tout content d'abord de la préparation qui s'est faite en interne. L'entraîneur avait proposé un programme qui devait emmener l'équipe nationale juste avant la compétition au Maroc ou en Tunisie, encore pour des problèmes de moyens. L'équipe n'a pas pu se déplacer. Le seul mic test que l'équipe a dû avoir sous le basket, c'est pendant le déplacement à la recherche du visa au Ghana, où l'équipe a rencontré et a battu l'équipe des douanes du Ghana. C'est tout. On n'a pas eu le temps de jouer. Tout ce qu'il y a eu comme préparation avant une compétition, une Coupe du Monde. Malheureusement. Et puis, la seconde chose, c'est de jouer sur du bitume au lycée moderne de Treichville et puis se retrouver dans une grande salle et jouer avec des instruments précis. Le chrono de 24 secondes, le chrono de marque et donc on va dire que c'est un espoir. Il n'y a rien, c'est un espoir pour ces enfants-là. Non, pas du tout. C'est un espoir donc d'être avant-dernier. C'est un résultat logique. Mais si on avait donné un peu plus de moyens au lieu de nous battre pour autre chose, on aurait donné un peu plus de moyens à ces enfants-là. D'abord d'aller jauger le travail fait en interne au lycée moderne, sur des installations de notre âge. On ne joue plus au basket là, dans ces conditions-là. D'accord. Vraiment, pas du tout. Donc le coach n'est pas content, oui. Il le dit. Nous avons sorti juste un petit bout et puis le reste, ce sera dans 5 majeurs de jeudi prochain. On regarde. Le bilan n'est pas bon. Le bilan n'est pas bon dans ce sens que les joueurs n'ont pas répondu à l'attente. Et je pense que
Il y a eu beaucoup de problèmes qui sont liés à tout ça. Bon, pour parler de la préparation, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on improvise tout. On improvise tout, on attend toujours à la dernière minute pour pouvoir faire les préparations. Et si je vous dis qu'on n'a pas eu de moyens, il n'y a pas eu de moyens du tout pour cette préparation. Et on ne savait pas si on partait ou bien on ne partait pas. Donc on faisait que des entraînements sous la pluie, souvent il y a la pluie, il y a pas de, et puis on s'entraînait sur du bitume. Et vraiment, ça a été très difficile. En principe, on devait avoir un stage en Tunisie pour que les enfants s'habituent un peu sur le jeu, sur les planchers. Et c'est ce qui n'a pas été respecté. L'avenir, il faut qu'on travaille. C'est le travail. C'est le travail, il faut qu'on garde ce groupe, les faire travailler ensemble. Et puis pour qu'ils aient les automatismes. Mais il faut que l'État ivoirien aide les sports demain. Chez nous, on attend toujours 1 mois, 2 mois de la compétition. On appelle les joueurs venir, puis on vient en compétition. Et là, je pense que si on procède comme ça, on ne peut pas avoir une équipe nationale bonne. En tout cas, merci pour les informations que nous avons rapportées. Je sais que vous êtes fatigué. Ne vous inquiétez pas, je vous donne votre journée de demain. Vous venez juste à la conférence et après vous vous reposez. Okay? Je ne savais pas que les choses avaient changé en mon absence. Je vais donc négocier pour ça. D'accord. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. On dirait Nachle Danou. Et puis bon repos. Dieu couillou. Bien sûr. Nous allons continuer quant à nous avec du volleyball. Sébastien Ounier, on parle des play-up et des play-down. On commence avec les dames. Et puis donc c'était donc la 5e journée de la phase 2. AS Tanda a été face à l'équipe du Stella Club d'Adjamé et à Grand Laou, espoir de Grand Laou face à l'équipe de Phoenix. On voit le résumé avec Ange Assoukro. Plusieurs amateurs de volleyball se sont déplacés au stade Robert Champrou de Marcory pour voir ce que donnerait le choc entre l'AS Tanda et le Stella Club d'Adjamé. Tanda est en jaune et bleu, le Stella en rouge. Sous l'impulsion de sa capitaine Roselyne Sesmeles, l'AS Tanda prend le meilleur départ dans le premier set rapidement emporté 25-10. Au deuxième set, les filles du Stella essaient d'apporter la réplique avec leur capitaine Diane Danon. Mais en face, l'AS Tanda a trouvé la parade avec les blocs de Masogona Sangaré et Sylvie Koyo ou Nafi Sissoko. Cette stratégie, combinée à une parfaite occupation du terrain, permet à l'AS Tanda de récupérer le deuxième set 25-14. Le banc de touche du Stella est pauvre avec seulement 3 remplaçantes. Et Floriana Amenanglo, qui aurait dû prendre le relais de Diane Danon, n'est pas à la hauteur. Tanda, avec Martha Bevon, continue de trouver des failles dans le système défensif du Stella et obtient le gain du troisième set 25-16. 3-7-0. L'AS Tanda a survolé ce choc de la 5e journée des play-up dames face au Stella Club d'Adjamé. À Grand Laou, l'équipe locale en première division depuis cette saison devait s'imposer pour s'assurer du maintien. Au stade Henri Konan Bédié, les filles du président lieutenant Pierre Soro n'ont pas tremblé. Alice Koye et Régis Aoussi ont su entraîner leurs coéquipières en bleu et blanc dans leur sillage. Victoire sans bavure face aux Rouges de Phoenix, 3-7-0, 25-18, 25-13 et 25-20. Espoir de Grand Laou se maintient donc en première division à la grande joie de ses dirigeants. Sébastien, après les dames, nous allons avec les hommes. Et au niveau des hommes, Port-Boué était face à l'équipe de l'Indénié, l'Asie donc d'Abengourou, 3-7-2. Et puis Dabou s'est imposé face à cette formation de Marcory également. 3-7-2, on retrouve Ange Assoukro. Quoique se joue en play-down, la rencontre entre Port-Boué Volleyball Club en bleu marine et Indénié d'Abengourou a été belle à suivre. Le meilleur départ est pris par les visiteurs de l'Indénié qui glanent les 2 premiers sets, 19-25 et 17-25. Abengourou croit la victoire déjà acquise et se relâche. Port-Boué profite de cette baisse de régime pour revenir dans le match en s'octroyant les 2 sets suivants, 25-21 et 25-22. Les 2 équipes se retrouvent alors au tie-break.
Dans sa dynamique des 3e et 4e sets, Port-Boué ne se laisse plus surprendre et glane le 5e set, 17-15. Port-Boué Volleyball Club bat donc à l'usure Indénié d'Abangourou par 3-7-2. Une autre rencontre très disputée, cette fois dans la catégorie supérieure en play-up. Le club omnisport de Dabou et Marcory Volleyball Club se sont livrés une bataille acharnée. Si Dabou enlève les 2 premiers sets 25-18 et 29-27, Marcory ravit les 3e et 4e sets 21-25 et 22-25. Mais au tie-break, Marcory ayant laissé des forces dans sa remontée, faiblit et est largement dominé 15-7. Victoire du club omnisport de Dabou par 3-7-2 aux dépens de Marcory Volleyball Club. Pour sa part, la SOA a défait sèchement le Red Star par 3-7-0. Et nous avons une visite sur ce plateau. Ibrahim Bakayoko, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci de nous rendre visite. Vous êtes en vacances de votre saison, bien sûr. Alors, dites-nous comment vous allez les remplir, ces vacances, et comment ça se passe en Grèce? Bon, en Grèce, ça va. C'est vraiment un pays que j'aime bien. Au départ, j'étais hésitant à signer en Grèce. Et puis, finalement, je suis tombé amoureux de ce pays-là. D'accord. Et aujourd'hui, comment se porte votre carrière, hein? Vous n'êtes pas fatigué? Comment ça se porte votre carrière? Bon, moi, je prends du plaisir. Je prends du plaisir. Et puis, je suis quelqu'un de très sincère envers moi-même. Donc, quand je suis arrivé pour la première fois en Grèce, j'avais signé 2 ans dans un club qui s'appelle Larissa, qui jouait la Coupe de l'UEFA. Et puis, ça s'est bien passé la première année. Et puis, bon, et puis, les années qui ont suivi, j'ai décidé de signer chaque fois un an dans chaque club. Et puis, c'est ce que j'ai fait, pour être honnête envers moi-même. Alors aujourd'hui, vous pensez à votre après-carrière? Oui, mais ça c'est déjà depuis le début de ma carrière. Oui. J'ai toujours pensé à ça. Et puis moi, c'est revenir au pays, investir pour la jeunesse. J'ai déjà commencé avec une école normale, de la maternelle jusqu'en terminale. Et je profite de l'occasion pour dire aux jeunes de ne pas abandonner l'école. Parce que sans l'école, on ne peut pas pouvoir s'exprimer, on ne pourra pas négocier ses contrats. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui se font exploiter en Europe. C'est important pour moi de les encourager à ne pas abandonner le banc, en même temps en faisant du sport. D'accord. Est-ce que vous comptez aussi investir dans le milieu sportif, dans le milieu du football, justement apporter votre expérience au football? C'est ce que j'ai dit, parce que moi, mon père ne m'a pas encouragé à jouer au football. Il m'a encouragé à aller à l'école. Et finalement, en allant à l'école, j'ai appris l'anglais, parce que je me disais un jour j'allais signer en Angleterre. Ça m'a permis aussi de m'intégrer vite en Angleterre aussi. Et puis j'ai voulu aussi, pour venir dans ce studio, vous dire que vouloir jouer dans tous les grands championnats, je l'ai voulu, et puis ça s'est réalisé pour pouvoir apporter cette expérience peut-être demain aux jeunes Ivoiriens. Beaucoup n'ont pas encore compris que pour être un bon joueur, il faut aussi aller à l'école. Hein? Ah oui, il faut savoir discuter, parce que moi, je me rappelle une fois, mon président devait me faire un cadeau d'une voiture. Et il m'a dit d'aller voir le comptable. Je suis allé le voir et le comptable m'a fait le chèque. Et moi, j'ai dit non, je n'ai pas besoin du chèque, je veux seulement la voiture. Et directement, il me dit pourquoi? Il dit parce que si tu me fais le chèque, ça sera déclaré sur mon salaire et je serai redevable au fixe. Donc je vais payer les impôts. Et je ne vais pas payer les impôts, vous me payez directement ma voiture. Vous vous arrangez comment vous allez payer les impôts. Il m'a dit oui, mais toi tu sais exactement ce que tu veux, parce que demain, si j'avais pris le chèque, je serais redevable du fixe. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai... Ça vous a permis donc d'éviter certaines choses. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. Ça a été un plaisir pour nous, parce que à chaque fois que vous êtes à Abidjan, vous passez nous voir. C'est de bons moments quand même. Hein? Oui, bien sûr. Oui, il y a le carême qui commence là. Ah, voilà, bien attendu. D'accord, vous restez avec nous. On va parler de Maracana pour dire que Diokwe est donc roi de l'Ouest et c'est au Maracana. Sébastien Ouigna. Vous avez vu juste, hein, on va se rendre donc à Mans pour suivre donc l'équipe de Diokwe et puis toute cette jeunesse qui a montré que le Maracana se porte bien. Chez les seniors, 4 équipes étaient en course pour le seul ticket qualificatif aux phases finales de la Coupe nationale. Il s'agit de Kamad de Diokwe, Zonwonien, Maracana Club de Mans et CAFOS de Diokwe. La course était annoncée rude puisque les autres équipes avaient le CAFOS de Diokwe en jaune-bleu, champion de Côte d'Ivoire, comme ennemi commun. CAFOS Mans en bleu ciel, 3-0. Zonwonien battu par forfait.
CAFOS Camad en blanc-rouge 3-2. CAFOS termine en tête avec 9 points. Si les seniors des montagnes n'ont pas été convaincants, la jeunesse a répondu avec 10 clubs. Un championnat à 2 poules a été retenu avec au bout 2 tickets qualificatifs pour les phases finales. Giglo 1 en jaune-bleu n'a eu aucun mal à s'offrir la tête de la poule B avec 10 points. Kamada, également en jaune-bleu, se classe deuxième avec 7 points plus 1. Dans le groupe A, Kama 2 en choisi MTN arrive en tête avec 9 points plus 5, suivi de Giglo 2 en blanc, 9 points plus 2. Le dernier sprint entre les 4 clubs était très disputé. Finalement, Kamad 2, avec 2 victoires, arrache le premier ticket pour la destination Jesse Jackson. Le deuxième ticket pour Giglo 2. Le président Bleu Charlemagne, ce lundi 8 juillet 2013, a animé un point de presse. Objectif, lancer la campagne de Bénin 2013, la deuxième édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana à Cotonou, du 14 au 19 août 2013. La caravane vert-blanc a débuté aujourd'hui. Elle durera 1 mois. Toujours au football, la Coupe du monde militaire a démarré depuis quelques jours du côté de Bakou en Azerbaïdjan. Nous avons donc les images. La Côte d'Ivoire prend part à cette compétition et comme je vous le disais depuis 21h ce soir, la Côte d'Ivoire est face à Oman pour son 3e match et le moins qu'on puisse dire, c'est que les éléphants militaires se comportent très bien. Vous voyez là la cérémonie d'ouverture avec le drapeau ivoirien qui flotte bien sûr en Azerbaïdjan. Les Ivoiriens, il faut le rappeler, ont battu l'Allemagne par 2-0, but de Touré Khalil et de Taï Ange. Et puis bien sûr, face aux USA également, les éléphants se sont imposés par 2-0. But de Anobilé et de Tanojak. Et depuis tout à l'heure, ils sont face à Oman. On espère encore une victoire. On vous donnera donc les résultats dans nos prochaines éditions. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est dans la poule C avec Oman qui est premier. La Côte d'Ivoire est deuxième avec 6 points également. Et puis, suivi donc des États-Unis et de l'Allemagne. Et puis, sachez que l'Afrique est représentée par 5 pays, le Mali, l'Algérie, le Kenya, le Cameroun et puis bien sûr la Côte d'Ivoire. On rebondit avec du football féminin, la 7e journée du championnat national. Un match choc entre la Juventus de Yopougon et les 11 sœurs de Gagnoa. Match remporté par la Juventus de Yopougon 2-1. C'était vendredi dernier au Parc des Sports de Trècheville. Diakité Binta a particulièrement survolé la compétition. Et la Juventus est donc championne en titre, il faut le savoir. Elle termine 2e pour l'instant avec 19 points. Les 11 sœurs sont 3e avec 15 points et perdent du terrain avec cette 2e défaite de la saison. Omnes Dabou en tête, 19 points. Colombe et Olympique de San Pedro, 3-1. Abobo 0. Omnes 6. Stella 1. Divo 2. Et puis Grand Laou s'est imposé à Jeanne d'Arc de Trècheville. Et puis cette information, juste pour dire que les Ivoiriens nationaux, les footballeurs nationaux ont été battus par le Nigeria. C'était du côté de Kaduna le week-end dernier. 4-1 pour le Nigeria. Ce match compte pour le dernier tour éliminatoire du CHAN qui va se dérouler très bientôt. La Côte d'Ivoire aura donc le match retour ici à Abidjan. Vous l'avez connu, il s'agit bien sûr de l'ex-secrétaire général de la SEC, Eliasson Kwame, qui nous a quittés il y a maintenant quelques jours. Eh bien, les obsèques de ce grand monsieur du football ivoirien se sont tenues et Aude Alégbé était présente. Ex-secrétaire général de la SEC Mimosa pendant près de 20 ans. Ex-président de la commission centrale de qualification des règlements et des pénalités de la Fédération ivoirienne de football, Kwame Eliasson a reçu un hommage mérité
de la grande famille du sport. Soutenue par la famille Mimosa, la levée du corps s'est déroulée sur le parvis de l'église Saint-Ambroise d'Angré, suivie de la messe de requiem. Monseigneur Coty a demandé à la famille Eliasson de prier pour le repos de l'âme de cet homme qui a rempli sa mission sur terre. Le cortège funèbre s'est dirigé après la messe au cimetière municipal de Grand-Bassam où repose à jamais Eliasson Kwame Jean-Baptiste. Voilà, on profite pour donner donc le programme de la dernière journée du championnat national de football. Samedi 13, AS Denguélé Afad, ce sera du côté de Boaké. Et toujours samedi, l'Azid Abengourou reçoit les FIM à Abengourou. Dimanche, la SOA sera face au Stella à Yamoussoukro. Et puis le CW Sport de San Pedro reçoit à Gagnoa, ce sera le samedi. L'Entente sportive de Benjerville face à la JCAT samedi. Dimanche, l'USC Bassam rencontre l'Africa Sport d'Abidjan au stade Robert Champroux de Marcory. Et puis dimanche toujours, le COK sera face à l'ASEC Mimosa du côté de Boaké. Vous le savez, ça fait un moment que le tournoi des mines a démarré du côté du stade de Vridi. Et bien bientôt, ce seront donc les demi-finales. La Odalégbé nous fait le point des matchs qui se sont déroulés le week-end dernier. L'équipe de Sodeci en bleu a battu celle de Petro-Ivoire sur le stade de Vridi-Cité malgré les intempéries. Et pourtant, les 15 premières minutes sont favorables à Petro-Ivoire qui rate ses occasions à l'image de Kwasi Jean-Jacques. L'entrée de Kourouma Abdoulaye permet à Sodeci de mener à la mi-temps 2-0. C'est 2 buts décisifs, mais on avait vraiment besoin de ces buts-là. Mais comme le match n'est pas encore fini. 2 autres buts à l'actif de Kourouma Abdoulaye et la Sodeci qui s'impose finalement par 5-1. De son côté, Petrosi bat Corlé par forfait pour le compte de la seconde rencontre. Et puis sur ces bases, la Cire Anvers a pris le dessus sur Anaré par 2-0. Chez les dames, SMB concède une défaite face à Petrosi 1-0. But signé Kofi Messou, la capitaine. Petrosi a fait le match, je crois que la chance leur a souri, ils ont marqué un but et nous on n'est pas découragés. Notons que SMB était déjà qualifié pour les demi-finales. Le dossier de ce magazine, on vous l'a dit, concerne l'AS Tanda, la montée de l'AS Tanda en première division. Nous recevons sur ce plateau le président de l'AS Tanda, Kobenan Yeboah Sévérin. Vous êtes donc l'heureux président qui va jouer l'année prochaine dans la Cour des Grands. Il s'agit bien sûr de football. Bonsoir président et bienvenue sur notre plateau. On va parler juste du match de gala qui a suivi donc le tournoi des mines. On retrouve donc le récit de Odalegbi. Non à la violence, oui à la paix. C'est dans cet élan d'esprit que les équipes de la paix constituées de professionnels et celles de la réconciliation ont disputé ce match de gala. Une première partie largement dominée par les locaux en blanc se concrétise par un score de 1-0. Du retour des vestiaires, l'équipe de la réconciliation double la mise 2-0. Un coup dur pour les professionnels qui font donc respecter la hiérarchie en revenant au score pour terminer en beauté avec un 3e but. Si on a Yopougon aujourd'hui, c'est important parce que la population ici, ils ont besoin de ça aussi, de voir les joueurs de l'équipe nationale. C'est une belle fête, vous-même vous le voyez, vous le constatez, tout le monde est content, tous les jeunes sont contents de nous voir et ça fait plaisir. C'est juste pour faire plaisir à la population de Yopougon qui a traversé une période très difficile et c'est pour réconcilier tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Pour les organisateurs, le score importe peu, l'essentiel est ailleurs. Je suis énormément satisfait. Vous voyez, Yopougon est sorti. Yopougon est sorti pour dire oui à la paix. Yopougon est sorti pour dire oui à la réconciliation. Ce week-end restera gravé dans la mémoire de la population de Yopougon qui a communié avec ses idoles.
Président, les 15 dernières minutes de ce magazine sont à vous. Nous vous disons encore bonsoir, et merci d'avoir répondu à notre invitation. L'information majeure, c'est que votre club, l'AS Tanda, monte en première division, mais aussi à côté de l'AS Tanda, à côté du football, nous avons d'autres disciplines comme le volleyball et le handball qui sont donc à l'actif de ce club. Nous nous sommes permis de présenter en quelques mots votre club. AS Tanda Volleyball, AS Tanda Handball, AS Tanda Football. Inconnu 4 années en arrière, ce label est en train de laisser ses empreintes dans le milieu du sport ivoirien. Et pourtant, le club existe depuis 1964. Derrière ce réveil, la volonté d'un homme, Kobenan Yeboah Sévérin, à la barre depuis 2009. Les premiers résultats sont sur le rectangle vert avec la montée en 2e division en 2011. L'AS Tanda manque la première division de justesse en 2012, mais ne baisse pas les bras. Et cette saison est la bonne. Kobenan Sévérin et ses poulains s'offrent la cour des grands après avoir survolé leur poule. Une année qui leur réussit puisque le club désormais omnisport s'invite au sommet du handball. À côté de la quête de résultats sportifs, le président pose un acte social en reprenant la majorité des joueuses du Rombo Sport de Puebo, abandonnées depuis le décès de son illustre dirigeant Diko Souleymane, permettant ainsi à ces athlètes de continuer de pratiquer et surtout de vivre de leur art. Une seule saison en 2e division et bingo! L'AS Tanda jouera parmi les plus grands de la petite balle la saison prochaine. Et que dire du volleyball sur la liste depuis 2011? On ne peut parler de cette discipline au féminin sans mentionner l'AS Tanda qui a bouleversé la tendance à Sec Stella. Ce club de l'intérieur du pays fait son petit bonhomme de chemin. Football, volleyball, handball et maintenant, à qui le tour? Alors, Président, on va commencer déjà par l'activité principale qui, on suppose, est le football. Comment se sont passées toutes ces années avant la montée cette année? Il faut reconnaître que ça n'a pas été facile parce que je suis arrivé en avril 2009. Il y avait une crise au niveau de la session football. Il n'y avait même pas encore de volley ni de handball. Il y avait une crise entre le président et les dirigeants. Le président de la Ligue professionnelle, le président de la Ligue de Bondoukou m'a fait appel. Je suis arrivé en avril 2009. Oui. L'AS Tanda était 11e sur 12. Et quand je suis arrivé, c'était le mercanto, il fallait réorganiser l'équipe. 11e sur 12 en 3e division? Oui, en 3e division. En 3e division. En 2009, j'ai réorganisé l'équipe. Et puis, on a terminé 2e derrière IFER de Bongouanou à 2 points. L'année où IFER montait en Ligue 2. L'année suivante, en 2010, je suis monté en D2, en Ligue 2. Donc, ça n'a pas été facile. Mais je crois que l'organisation aussi m'a permis de voir beaucoup de choses et m'a permis d'être là aujourd'hui. D'accord. Et maintenant, vous montez en 2e division. Et on se souvient que l'an dernier, la saison dernière, il s'en est fallu de peu que vous soyez donc en première division. N'eût été, bien sûr, la maladresse, on va dire. Nous étions à ce match. Et puis, vous n'avez pas baissé les bras. Et cette année, et c'est la bonne, vous montez en première division. Quelles sont vos ambitions? Vous montez avec quelle ambition? Bon, cette année, après 4 matchs, on a fait 4 victoires après 4 journées. Et puis, à partir de la 4e journée jusqu'à la 7e journée, je n'ai pas connu de victoire. On n'a fait que des défaites. Vraiment, j'étais inquiet. Au mercanto, j'étais 5e sur 12. Athlétique premier, 2e IFER, 3e Ivoire Académie, 4e Djibérois et 5e Tanda. Vraiment, j'étais inquiet. Mais quand Dieu veut te consacrer, il t'éprouve un peu. Et puis, au mercanto, j'ai remis une organisation en place, j'ai pris l'équipe en main et ça a payé. Mais je suis venu, je suis content d'être aujourd'hui en Ligue 1, mais je suis venu aussi bouleverser la hiérarchie. D'accord. Mais attention, Président, vous savez que la Ligue 1, c'est tout autre chose. Ah, oui. Quand vous prenez cet engagement de bouleverser la hiérarchie, ça suppose que vous vous préparez en conséquence. Bien sûr. Moi, j'ai déjà commencé le recrutement. J'ai gardé 25 joueurs en Ligue 2. Il va me rester 7 joueurs.
et je dois recruter au moins 23 joueurs de première division, des joueurs de qualité. Vous verrez ce qui va se passer. Alors, Président... Est-ce qu'il ne va pas avoir des frustrations si vous laissez la moitié de ceux qui ont fait... monter en première. Non, je vais les reverser dans les autres équipes.